S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rejoindre les tables? On commence le travail. Ngeen baal ñu ngeen toog ñu tàmbali liggéey bi. Voilà. C'est bon? S'il vous plaît. Veuillez rejoindre les tables. Jërë ngeen jëf. Voilà, merci. Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet politique, monsieur Bouzidine, mesdames, messieurs les ministres, honorables députés, mesdames, messieurs les hauts conseillers des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, chers alliés du Benno Bokk Yakaar, notez qu'il y a la présence du PLD avec Maître Amadou Sall, de l'AFP avec Pape Diallo Mbaye Isador, avec une forte délégation d'ailleurs, et ensuite le Parti socialiste également avec la présence de Yaya Diallo. Monsieur le coordinateur de la task force républicaine, mesdames, messieurs les membres de la task force républicaine, mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs de la presse nationale et internationale. Je voudrais d'abord demander à l'assistance, avec la permission des autorités, d'observer une minute de silence dans la mémoire de Maître Ousmane Seye, arraché à notre affection récemment. Une minute de silence. Merci. Il convient donc à l'entame de nos propos de saluer la forte mobilisation du parterre de personnalités éminentes et remarquables pour nous répondre à l'appel de la task force républicaine de l'Alliance pour la République. La TFR, pour rappel, est née de la volonté du président de la République, son Excellence Macky Sall, président de l'Alliance
président de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Et lors de la première rencontre de la TFR, Monsieur le Président avait envoyé une très forte délégation composée d'éminentes personnalités, dont M. le ministre d'État Mahmoud Saleh, aujourd'hui empêché, membre de la TFR, M. le ministre d'État Augustin Tine, aujourd'hui présent, M. le conseiller personnel de Morgom, M. le ministre Abdoulatif Koulibaly, M. le ministre El Hadj Amidou Kassé, M. le ministre Seyni, le président Luxar, qui par un de ses innombrables faisceaux, issus de la lumière permanente et jaillissant de son brillant esprit, avait créé la dénomination et les sigles de notre instance, la Task Force républicaine TFR. Pour rappel donc, la TFR est née dans un contexte marqué par le renouvellement en 2019 de la confiance des électeurs au président Macky Sall. Et elle s'est développée à la faveur d'un engagement militant sans limite de ses membres au service de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler, dans notre jargon interne, aujourd'hui consacré d'ailleurs, les 3 P. Le président d'abord, auquel nous sommes dévoués par devoir de loyauté à l'endroit du leader charismatique, au parcours exceptionnel, à la vision éclairée et au bilan colossal qu'il est. Le pays ensuite, auquel nous devons tout par devoir patriotique à la chère nation, cette belle république démocratique à préserver et consolider. Ensuite, le parti, notre inusable monture dans les grands combats pour une république debout, par devoir politique au formidable appareil qu'il est. Donc de 30 membres, la TFR est passée à la faveur d'une belle et généreuse ouverture à 70 membres à date. Et nous nous étions promis, dans une solidarité agissante, d'être une force de proposition, une force de veille et de riposte, un laboratoire d'idées, ainsi qu'un creuset de nouveaux savoirs. En réalité, nous sommes allés bien au-delà de ces objectifs que nous nous étions fixés. Au regard des situations vécues, notamment la terrible crise de la Covid-19 et les malheureux événements de mars 2021, entre autres situations qui ont vu la TFR avoir une posture responsable et un engagement ferme à défendre les 3 P. Le coordonnateur, notre camarade, M. le ministre Birame Faye, dont il faut saluer le leadership, voudrait d'une part remercier le président pour cette confiance renouvelée et d'autre part saluer l'engagement sans faille des membres de la TFR dans cette dynamique enclenchée. Donc les rendez-vous de la TFR, cadre qui nous réunit donc aujourd'hui, constitue un volet essentiel de notre plan d'action. L'idée à travers ce concept est d'éclairer plutôt la lanterne sur des thèmes majeurs. En somme, il s'agit de donner la parole aux spécialistes pour que ceux-ci valident ou invalident nos hypothèses. Cela, in fine, nous donne des arguments solides pour construire notre argumentaire sans se déconstruire. Ce qui nous fait face est bâti principalement sur le mensonge, la diffamation, la calomnie et la manipulation. Donc, à l'image du serment du jeu de paume, les juristes sont là, connaissent bien la question, par lequel, un 20 juin 1789, des députés en conclave ont juré de ne pas se séparer sans avoir donné une constitution à la France, à l'image de la réunion du collège d'élection des Damel, présidée par le Diorin Boul, où tous les membres de l'auguste instance font le serment de ne pas se séparer sans trouver un nouveau souverain au Cameroun. À l'image de l'acte fort posé par les femmes de terre, qui avaient fait face aux envahisseurs, avec le serment de sauver leur honneur, préserver leur noblesse, et ainsi mourir libre plutôt que vivre dans une condition servile. Nous faisons donc le serment aujourd'hui de ne pas nous séparer sans valider nos hypothèses. Nous avons pris le risque de soumettre notre conviction à l'analyse scientifique. Par conséquent, nous assimilons notre démarche à l'épreuve scientifique, en posant notre hypothèse comme une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question centrale de recherche. Il appartiendra à nos brillants panélistes
M. Ismaël Madior Fall, éminent universitaire, professeur titulaire de chaire en droit public et sciences politiques à l'Université Charente, auteur de plusieurs ouvrages dans la matière, plusieurs fois membre du gouvernement. Et M. Moussa Faba, enfant de troupe, brillant économiste, planificateur, grand commis de l'État, esprit supérieur dans les analyses et les actions du secteur, grand acteur du plan Sénégal émergent dont il a participé à la confection, membre également du gouvernement. Le maître Aïssata Sall, pour l'instant pas encore présente, brillante avocate, ténor du barreau, femme d'État accomplie, plusieurs fois membre du gouvernement du Sénégal. Maître Sidiki Kaba, avocat international qui a été tour à tour président de l'ONDH, de la FIDH, de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, organe délibérant de la CPI, plusieurs fois ministre dans le gouvernement. Donc ces éminentes personnalités partagent un tronc commun. Ce sont des sommités membres du gouvernement, ce sont des hommes et femmes d'État confirmés, et ce sont des compétences techniques reconnues. Mais Maître Sidiki Kaba se singularise par son appartenance au foyer de Tambacounda. Donc, comme c'est dit, sans esprit partisan, vous comprendrez quand même que je puisse le dire ainsi. Donc, c'est ce qui le particularise des autres intervenants. Il est de Tambacounda. Donc, pour modérer ce panel de très haut niveau, il fallait un personnage qui agrège plusieurs qualités, notamment la compétence technique, une très ample culture générale, une fertilité intellectuelle et une finesse d'analyse, ainsi qu'une connaissance du parti dans les règles qui régissent son fonctionnement et les étapes qui ont marqué son évolution. La chance que nous avons aujourd'hui avec le professeur Luxard, c'est qu'il a été acteur dans l'établissement des règles et témoin de l'histoire du parti. On ne pouvait pas trouver meilleur profil pour cet exercice. Le thème général de l'exercice, rigoureux de réflexion, qui nous réunit aujourd'hui, se dresse telle une belle question centrale aux allures de certitude. La candidature du président Macky Sall est un gage d'émergence et de stabilité. Première hypothèse, la candidature du président Macky Sall est recevable. Deuxième hypothèse, le Sénégal est un pays engagé dans un processus irréversible d'émergence à la faveur du PSE. Troisième hypothèse, le Sénégal est un pays stable dans une région globalement instable. Vous comprendrez que chaque hypothèse correspond à un thème à développer par une personnalité présente au niveau du président. Avant donc de laisser place à 1h30 d'échange, nous allons porter à la connaissance de l'assistance le déroulé, non sans avoir, au nom du coordinateur, notre camarade Biram Faye, remercier le comité d'organisation composé entre autres de Maïsama Ekor Diouf, Néné Fatou Matatal, Abdou Khafour Touré, Tcherno Amoussi, Aïssatou Ndiaye, votre serviteur et Chefa. Remercier enfin l'ensemble des membres de la TFR qui ont tous participé par leur cotisation et leur implication personnelle, avec une mention spéciale à nos généreux donateurs spéciaux, Monsieur le ministre Amadou Moussa Faba, c'est vrai qu'il est de Nioro, Monsieur le ministre Doudouka, c'est vrai qu'il est de Ziguinchor, mais il y a surtout Monsieur le ministre Ikaba qui est de Tambacounda. Et également le directeur général de la Sénélec, Bité. Voilà pour les mentions spéciales. Alors, j'en viens maintenant au déroulé. Donc, il y aura un mot du président qui sera prononcé par Monsieur le conseiller personnel, Morngom, membre également de la TFR, comme Mahmoud Saleh, coordonnateur des organes du parti. Ensuite, il y aura un propos introductif de 10 minutes du modérateur Luxard qui va gérer les 3 panels. Le premier panel de la recevabilité de la candidature du président Macky Sall, introduit par Ismaël Madior Fall, ministre de la Justice, 10 minutes, avec 2 discutants, Maître Pape Sen, Maître Bassirou Ngom, chacun pour 5 minutes, et tous les 2 membres de la TFR. Le panel numéro 2, ce sera l'émergence du Sénégal, acquis et perspectives. Thème introduit par Mamadou Moussa Faba, ministre des Finances et du Budget, avec comme discutants 2 membres de la TFR, Abdou Khafour Touré et Mamadou Ndion. Ensuite, il y a le 3e panel. Je suis sûr qu'ils sont 2, mais le ministre, le Tambacounda, il va assurer tout seul. La géopolitique, stabilité et questions sécuritaires, introduit par Maître Sidiki Kaba pour 10 minutes, Maître Esther Sall pour 10 minutes, avec comme discutant le ministre Yorodia. Ensuite, on procédera effectivement à la synthèse et aux conclusions avant de passer au point de presse de la TFR. Ensuite, il y aura l'exercice préféré des Salènes, le Ndogu.
qui se présentera, je pense, vers, je crois, 19h25. Il y en a qui connaissent l'heure exacte. Moi, je me dis que c'est toujours 35. Je crois que c'est 25. Voilà, donc, présenter les choses. Dire également que, oui, j'ai oublié des donateurs importants. Monsieur le Premier ministre, qui a activement participé. Ça, on ne pardonnera jamais, hein, cette erreur-là. Les ministres sont là, donc il ne faut pas me dénoncer. Madame Aïssata Sall, effectivement, panéliste également, et notre sœur Thérèse Faye-Diouf. Alors, on va peut-être, avant le mot du président, laisser la parole à M. Biam Faye, coordonnateur de la TFR, pour d'abord un mot de bienvenue. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, très chers camarades, de m'avoir donné la parole. Vous avez dit l'essentiel. Monsieur le ministre, chers camarades de parti, c'est l'activité politique. Mesdames et messieurs les participants, chers invités, nos amis de la presse, chers camarades, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la présence massive au premier rendez-vous de la Task Force républicaine. Le camarade Kassé est largement revenu sur l'histoire de la TFR, qui a été créée au lendemain de la victoire de la de 2019. Les jeunes d'une même génération, nous nous sommes mis autour d'une table, nous avons échangé, et nous avons décidé de prendre nos responsabilités devant l'histoire. En mettant en place ce cadre, pour trois raisons: participer au débat public national en améliorant le niveau du débat avec pertinence, servir aussi de force de proposition, une sorte de laboratoire d'idées au profit du parti. Et pour tous les grands événements, nous avons réfléchi et nous avons donné notre position aux camarades de notre parti, le président Macky Sall, par ailleurs président aussi de l'Alliance pour la République. Troisièmement aussi, c'est la base de l'expérience que nous avons enregistrée aussi, aider nos jeunes sœurs et nos jeunes frères en termes de renforcement des capacités et de formation. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles la Task Force républicaine a été portée sur les fondations. Dans le cadre de notre plan d'action, chaque 3 mois, nous nous regroupons, nous nous réunissons pour mettre en place un plan d'action trimestriel. Et là, nous sommes carrément dans le cadre de l'exécution de notre plan d'action. Et l'activité pour laquelle nous sommes là, c'est le premier rendez-vous de la Task Force républicaine. Après, il y aura d'autres panels sur le gaz et le pétrole, sur le bilan et perspectives, et sur d'autres thématiques en fonction aussi des sujets d'actualité. Donc c'est un rendez-vous extrêmement important et le camarade Diallo est revenu largement sur la question. Bon, il a essayé de lister, de donner en tout cas, pas de façon exhaustive, ceux qui nous ont aidés de façon spontanée, parce que la TFR, depuis sa création, nous n'avons pas cherché à rencontrer le chef de l'État, le chef de notre parti. Nous n'avons pas non plus cherché à être subventionnés par le parti. C'est des jeunes de même génération qui ont été tous promis à des responsabilités en fonction de leur domaine d'expertise et en fonction aussi de leur engagement. Donc c'est des gens qui ont pris sur eux quand même la responsabilité de spontanément de nous soutenir. Il a corrigé, mais certainement aussi il y en a d'autres qu'on n'a pas cités et là nous sommes vraiment à jour. Donc nous remercions également le comité d'organisation aussi. Je précise qu'il n'y a pas de comité d'organisation aussi formel. On a travaillé comme d'habitude sur la base aussi de la confiance et sur la base aussi même les discutants ont été choisis pour la plupart sur la base de notre domaine d'expertise. Donc voilà les deux précisions que je voudrais apporter, tout en remerciant encore une fois tous ceux qui nous ont soutenus pour cette activité et au-delà de cette activité. En tout cas, depuis que la structure a été créée il y a 2 ans et demi et lancée en résidentiel à Sali, avec la présence de l'ensemble des membres du cabinet du présidentiel, par ailleurs président de notre parti. Donc nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus. Nous remercions aussi les panélistes qui sont là. Il y a Madame le ministre des Affaires étrangères qui doit nous rejoindre d'une minute à l'autre. Malgré leur lourde responsabilité, ils ont accepté de participer à cet exercice de réflexion
en tout cas qui élève le niveau du terrain au Sénégal. Nous remercions aussi tous les camarades de la TFR qui m'ont font confiance en tout cas depuis la création des structures. On les déplace à n'importe quelle heure, on les envoie dans les médias, ils ne cherchent même pas à réfléchir, ils font que suivre leur instinct en tout cas de militants engagés, loyaux au service du président, au service du parti, au service de la patrie. Donc je voudrais dire mention spéciale à tous les camarades de la Task Force républicaine qui abattent un travail extraordinaire et qui sont prêts en tout cas pour porter ce combat au grand bénéfice en tout cas de la République. Je remercie aussi la presse. J'avais décidé de ne pas parler, mais bon, les camarades ont insisté pour que je puisse quand même prononcer un mot. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous de la TFR. Et nous avons décidé de le pérenniser et de le territorialiser. Donc, nous irons à l'intérieur du pays et nous allons aborder aussi d'autres thèmes en fonction des domaines d'expertise. J'ai été un peu prolixe, je suis vraiment désolé. Voilà les quelques mots à caractère introductif. Après le camarade Kassé qui a été brillant comme d'habitude, je voudrais prononcer quand même à l'endroit du public. Les journalistes, en tout cas, les camarades, les invités, toutes les institutions de la République ont été invitées, toutes les structures de notre parti ont été invitées. Donc je remercie tout le monde et je souhaite que les travaux quand même se fassent dans d'excellentes conditions. Merci beaucoup. Merci, M. le coordonnateur. Notez la présence de la COGER, du maire, du mouvement des femmes, de la CCR, du mouvement des enseignants, également du secrétaire exécutif national de l'APR. La parole est à M. Mongom pour le mot du président. Merci beaucoup, M. Kassé. Mesdames, Messieurs de la TFR, Mesdames et Messieurs les panélistes, distingués invités, chers camarades, c'est pour moi un immense honneur et un grand plaisir de vous livrer le message de son Excellence, M. Macky Sall, président de l'Alliance pour la République, APR, à l'occasion de ce premier grand rendez-vous de la Task Force. La TFR, le président Macky Sall m'a expressément chargé de nous transmettre, au-delà de ses félicitations, toute sa satisfaction de voir que dans ce contexte de morosité du débat intellectuel et politique dans notre pays, la TFR, creusée de cadres et d'éminents responsables, intellectuels de tout genre, membres tous de la paix, cette TFR a décidé d'engager les forces vives dans un vaste programme d'échange, de dialogue et de concertation sur des sujets importants qui intéressent la vie nationale. Je ne peux pas oublier un instant le coordonnateur des organes si loin mais très proche de nous, je veux nommer le ministre d'État Mahmoud Saleh. Prions pour lui, pour une santé meilleure. Depuis sa création en 2008, notre parti, l'APR, a fait du dialogue la trame principale de la conquête de l'opinion et de l'enracinement du parti. Pour le président Macky Sall, dans une démocratie aussi avancée et mature comme la nôtre, le débat joue un rôle essentiel dans le maintien et la consolidation de la vitalité de notre démocratie. Pour lui, seuls les échanges féconds, empreints de respect et de cordialité, peuvent donner l'occasion de constater la moralité, le tempérament et les approches des forces politiques en concurrence sur l'échiquier. Ils permettent aux citoyens électeurs de prendre une décision éclairée sur la base des idées
question, car dans l'espace public, il est important d'étaler et de partager la pluralité des offres et des opinions, des personnalités et ou candidats au suffrage universel. Depuis toujours, le président Macky Sall a fait du débat public, du dialogue national, un socle référentiel correspondant aux principes fondateurs de sa stratégie de recherche de consensus sur les grandes questions qui concernent la vie du pays et la mise en œuvre des réformes institutionnelles et politiques nécessaires pour le développement économique et social du Sénégal. C'est dire donc combien le président Macky Sall souscrit à cette initiative de la TFR, l'encourage et invite par la même occasion le parti et la coalition Benno Bokk Yakaar à s'en inspirer pour engager le Sénégal dans le dialogue, la conversation, les échanges sur les questions importantes qui déterminent son avenir. En effet, les enjeux et défis auxquels notre pays fait actuellement face, à savoir le démarrage prochain de l'exploitation du pétrole et du gaz, la protection de nos frontières face aux menaces terroristes, l'impérieuse nécessité d'assurer la souveraineté alimentaire, la formation et l'emploi des jeunes, tout ceci fait que le Sénégal a besoin d'un débat public sain, apaisé, serein, mais sérieux pour assurer son émergence. C'est ainsi que la task force républicaine donne aux Sénégalais l'occasion d'être informés sur les enjeux qui les tiennent à cœur, en ayant la possibilité de confronter différents points de vue. La TFR nous offre une lucarne sur l'opinion des autres. Et en cela, nous pouvons participer ensemble à un débat sans insulte, ni invective, dans le respect mutuel. Ce débat nous donne l'occasion de nous rassembler autour de l'essentiel, de mieux comprendre les enjeux actuels, ce qu'ils signifient pour les populations et les populations de toute notre nation, je veux dire le Sénégal. Cette initiative est d'autant plus opportune que depuis un certain temps, la démocratie sénégalaise est par la freine, par l'émergence d'une opposition radicale, populiste, totalement en rupture de bande avec toutes les valeurs et vertus qui fondent notre nation, notre République et son état de droit, ainsi que notre système démocratique. Cette opposition immature, apôtre de la violence, dirigée par des hommes mythomanes et mégalomanes, n'a jamais pu faire une offre politique structurée. Cette opposition est caractérisée par sa défiance permanente à l'état de droit à travers ses appels à l'insurrection, doublés d'une menace formelle et assumée à l'encontre des autorités religieuses, coutumières, des acteurs politiques et enfin des institutions de la République. Notre parti, l'Alliance pour la République, y fera face, mais pas seul. Notre parti fera face dans le cadre d'une très grande majorité présidentielle. Benno Bokk Yakaar, pour ne pas dire la mouvance présidentielle. C'est le lieu pour nous de remercier tous ceux qui se sont déplacés pour venir, en tant qu'alliés, renforcer le nous allons ouvrir avec la TFR. En vous réitérant les félicitations et encouragements de son Excellence le Président Macky Sall, Président du parti, je voudrais finir en souhaitant plein succès à vos travaux et déclare ouvert le premier rendez-vous de la task force républicaine sur le thème la candidature du président Macky Sall en 2024, gage de stabilité et d'émergence. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre, pour ces propos importants. Rappelez qu'il y a une délégation également du Parti socialiste conduite par Aïssatou Diaye, coordinatrice des cadres du Parti socialiste, conduisant une grande délégation. Alors, il est temps maintenant de passer la main pour les économistes.
notre camarade et Lamine Camara ont été également des donateurs spéciaux pour cette journée importante. Merci. La main est à monsieur le professeur Luxa. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général Kassé. Mesdames et messieurs, chers amis de la TFM, messieurs les panélistes, elle est longue la tradition politique sénégalaise, très longue. Nous devons rapport de son passé précolonial et de son passé colonial. Dans les sociétés africaines précoloniales, la norme démocratique a prévalu. Le Seb ak Bawor chez les Wolof, le Djokordé chez les Pulaar, j'en passe. Je n'oublie pas, dans cette approche intellectuelle et universitaire, la problématique du pouvoir dans l'espace politique et national sénégalais, une dimension extrêmement importante des sociétés sénégalaises qui n'ont pas vécu au pouvoir centralisé. C'est notamment les peuples du Sud, singulièrement pour le pays. Elle est longue, la tradition politique sénégalaise, sous le rapport purement colonial. En 1789, comme l'a dit Kassé dans son introduction, nous avons connu une délégation sénégalaise qui est participée aux États généraux de la République française. Une délégation conduite par le Normand. C'est extrêmement important. De Villeneuve. Ce monsieur a introduit pour la première fois la problématique de la démocratie dans l'espace sénégalais. Elle est longue cette tradition. Quand, au début du siècle, avant la Première Guerre mondiale, précisément en 1913, naquit ce qu'on appelle les jeunes patriotes. C'est le premier mouvement politique organisé sous un aspect purement national sénégalais, 1913. C'est ce mouvement des jeunes patriotes de 1913 qui porte la candidature de Blaise Diagne, qui devient le premier député noir le 10 mai 1914. Elle est longue cette tradition sénégalaise. Lorsque dans l'après-guerre, la seconde, un courant très important naquit à la faveur d'une poussée des peuples d'Afrique et d'Asie pour l'indépendance et pour la liberté des peuples. Elle est longue cette tradition sénégalaise lorsqu'en 1960, d'abord dans le cadre de la Fédération du Mali et ensuite spécifiquement nationale, nous avons pu accéder à la souveraineté internationale. Cette tradition, longue et riche, a mis en avant des figures dominantes, des figures particulièrement brillantes, celles-là même pétries de valeurs et surtout imbibées d'un esprit démocratique salvateur et porteur de développement sur la base d'une africanité assumée. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des réformes, des crises, etc., des figures extrêmement denses, regroupées dans ce qu'on appelle la FEANF, dont Abdoulaye Wade était l'un des grands leaders, des esprits brillants, tels que Cheikh Anta Diop, tels que Majmoud. Ce pays
à cette tradition d'hommes forts, sans oublier la grande, grande histoire des résistances dont un de ses descendants à ma gauche, en l'occurrence pour lequel j'ai consacré une thèse. C'est pour dire, tout compte fait, que non seulement il y a eu ce processus démocratique, ce processus d'émergence d'une pensée politique assumée par les Africains, mais au-delà, et c'est ça qui est important, jamais ce peuple et ce pays n'ont connu des ruptures décisives en termes de dislocation de notre nation. Jamais il n'y a eu de mouvement révolutionnaire, à part un bref épisode de 1960 du PAI pour la guerre de libération nationale. Jamais il n'y a eu dans l'espace politique sénégalais une technique en dehors du principe et des valeurs de la démocratie. Jamais. Même à l'époque du Parti unique. Parce que nous avons connu 10 ans d'effectifs entre 1964 et 1974, durant lesquels le Sénégal est dirigé par le Parti unique. Même durant cet épisode-là, jamais le cours politique interne n'a sécrété des violences de nature transgressive, destructive et surtout dystopique. Donc, ça dit, il y a 3 éléments qui concourent de manière coordonnée, de manière combinée, à ce qu'il y ait une situation nouvelle au Sénégal, populiste, fasciste, etc. Concepts sur lesquels, vers la fin, je reviendrai. Mais parce que nous n'avons pas de temps, et parce que l'histoire nous assigne des missions singulières, parce que nous avons en face de nous une équation que nous avons à résoudre, et l'équation se cristallise et condense autour de 2024, la présidentielle de 2024. Comment se présente-t-elle devant nous? Comment devrions-nous comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Et pourquoi celui qui aujourd'hui est à la tête de ce pays, celui qui en est le phare, celui qui détermine ses politiques et qui singularise le meilleur mot de la langue française qui est le mot espoir, et qui s'appelle Macky Sall, pour ce faire et pour en discuter davantage, qu'est-ce que nous devrions dire? Simplement, très simplement. Je résume, c'est à la fin que je vous dirai ce que je pense. Pour dire simplement quoi? Déjà la TFR a réussi et nous fait rêver. Elle a réussi sa VAR, la VAR de la TFR, V pour victoire, A pour assurer RT républicain. C'est cette VAR de la TFR qui nous permet d'ouvrir les pages du débat et que ce débat va être mené avec mes amis autour de cette table. Et qui sont-ils? Le premier va nous parler d'une chose importante, celle qui porte sur la recevabilité ou non de la candidature du président Macky Sall. Beaucoup de bruit, beaucoup d'eau sous les ponts. On nous parle de fleuves en furie, de mer dévastatrice, et dans le fond, tout va se transformer en eau de boudin. Parce que nous avons la conviction, mieux et plus, la certitude qu'elle est recevable. Pour en savoir davantage, la TFR a convoqué un monsieur, pas n'importe lequel de ces messieurs, celui-là même qui oriente par une boussole d'éclair et non éclaircie la pensée juridique en posant le débat là où il faut et à l'endroit. J'appelle en premier lieu le professeur. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers invités, je voulais dire d'abord un mot de gratitude, un mot de remerciement infini à l'endroit de la TFR qui nous a invités ici à ce banquet de la réflexion et de la réflexion politique sur les thématiques qui ont été tout à l'heure brillamment introduites par notre ami Kassé et reprises tout à l'heure avec le talent qu'on lui connaît par le professeur Moussa. Je voudrais aussi exprimer ma joie
joie, voire ma fierté, de co-animer ce panel avec nos amis, le ministre Morgom, le ministre Guillaume Faye, le ministre et cher grand frère Sidiki Kaba, le Tamba Kodoa, comme disait le café, et puis le brillant ministre des Finances, notre cher ami Moustapha Ba. Le temps est court, donc je ne vais pas perdre tout le temps avec les salamalek. Je vais rapidement attaquer le sujet qui m'a été demandé de traiter. C'est la recevabilité de la candidature du président Macky Sall pour la prochaine présidentielle de 2024. Mais je voudrais dire un mot de prologue, un mot d'introduction. Dans notre pays, nous sommes passionnés, nous sommes très intéressés par un sujet politique, une question politique, qui devient de façon épisodique une problématique, une question, mais toujours tranchée par le juge et par le peuple. Cette question, c'est la question du mandat. Nous sommes passionnés de débats sur le mandat, notamment le mandat du président de la République. Je pense d'ailleurs que le roman de Samuel Ousmane, le mandat, pour ceux qui l'ont suivi, exprime bien cette problématique. Nous sommes tous souvent intéressés par des discussions sur le mandat. Juste comme référence, quand nous accédions à l'indépendance en 1960, la durée du mandat présidentiel était de 7 ans. En 63, 3 ans après la décembre en 1962, on l'a réduit à 4 ans. On a dit non, 7 ans c'est trop long, on va finalement faire un mandat de 4 ans. Mais dès 1967, le président Senghor a dit non, 4 ans c'est trop court, on va faire maintenant un mandat de 5 ans. Et le mandat de 5 ans a duré de 1967 à 1991. Lorsqu'on faisait la réforme sur le code électoral consensuel, le président Diouf a dit non, on va revenir au septennat. On a fait 7 ans. C'était d'ailleurs la concession à l'époque que l'opposition avait faite au pouvoir socialiste. 7 ans. On s'est dit, bon, finalement, on est revenu au mandat de 7 ans. Mais en 2001, quand il y a eu la nouvelle constitution, le président Wade a dit qu'il faut réduire le mandat et le ramener finalement à 5 ans. On s'est dit dans la nouvelle constitution du 22 janvier 2001, on a un mandat de 5 ans, c'est fini, ça va être le mandat pour définitivement l'histoire du Sénégal. Mais dès 2008, le même président va dire non, finalement, en réflexion faite, 5 ans c'est trop court, on va le ramener encore à 7 ans. C'est pour ça que le président Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il est élu pour un mandat de 7 ans. Mais lui aussi, il dit non, 7 ans, finalement, l'opinion publique a raison, la critique politique a raison, les discussions, les critiques plutôt de la société civile ont raison, on va ramener le mandat à 5 ans. Ce qui fait donc, il y a vraiment une variation temporelle de la durée du mandat. Aujourd'hui, le mandat est un mandat de 5 ans. Mais le président Macky Sall a opté pour éviter les débats de l'inscrire dans le marbre constitutionnel. C'est pour ça qu'on a dit que ça fait partie des dispositions en principe qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Et ça, c'est de la durée du mandat. Toujours notre passion pour le mandat. C'est aussi sur la limitation des mandats. Dès 1970, on limite les mandats à 2. Senghor dit, désormais, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, voilà, une seule fois. 70, à l'époque, il n'y avait quasiment pas de démocratie en Afrique. Mais dès 1976, les socialistes ont dit, un pays qui a la chance d'avoir un agrégé de la dimension de Senghor ne peut pas limiter les mandats. On a supprimé la limitation des mandats, 1976. Mais en 1991, on va réintroduire dans la Constitution la limitation des mandats, de septennat, 2 septennats maximum. Mais là aussi, en 1998, à l'époque, les socialistes ont introduit une révision en disant qu'il ne faut pas limiter les mandats, il faut supprimer le cadre bloquant. En 1998, on a supprimé la limitation des mandats. C'est en 2001, quand on a une nouvelle constitution, qu'on a réintroduit finalement la limitation des mandats. Le président Macky Sall, quand il est arrivé, il a inscrit la limitation des mandats dans le marbre constitutionnel en faisant une norme intangible. Les normes qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Ce bref rappel historique pour dire quoi? Pour dire que nous avons toujours eu des questions sur la durée du mandat, sur la limitation des mandats et c'est ça qui va être le sujet, sur
la limitation des mandats du président de la République lorsqu'on fait une révision de la Constitution ou on fait une nouvelle Constitution. Pendant qu'on fait la réforme, est-ce que le mandat qui est en cours fait partie de la limitation des mandats? Autrement dit, à partir de quand commence le décompte du nombre de mandats? Quel est le mandat de référence? Et on va voir que dans la pratique constitutionnelle au Sénégal, mais aussi dans la pratique constitutionnelle en droit comparé de façon générale, le mandat qui est en cours au moment où on fait la révision ou au moment où on fait une nouvelle constitution est généralement exclu du décompte de mandat. Et ça, on l'a vu dans notre histoire. Donc, la recevabilité de la candidature du président Macky Sall pour la présidentielle 2024, on dit tout de suite, sans embâche, qu'elle est recevable. D'abord, un argument de texte, ensuite un argument de jurisprudence et enfin un argument de droit comparé. L'argument de texte. En 2016, le président Macky Sall a fait une réforme de la Constitution. C'est une réforme très importante. D'abord par son contenu. La réforme a concerné toutes les questions de la Constitution. Le mandat du président de la République, les pouvoirs du président de la République, les libertés et droits fondamentaux, l'Assemblée nationale, les rapports entre le pouvoir exécutif, le Conseil constitutionnel, le pouvoir judiciaire, tout le corpus constitutionnel a été affecté par la réforme de 2016. Mais deuxièmement, la réforme aussi était originale par son modus operandi. Le président a opté à l'époque, alors même qu'on avait une majorité parlementaire stable, il n'y avait pas de risque, mais le président avait opté à l'époque de faire une réforme par voie référendaire. Donc en redonnant directement la parole au peuple. Et pendant cette réforme, le président Macky Sall a introduit une nouveauté. Voilà, je le disais, c'est le quinquennat. Il y a donc un nouvel article 27 qui dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'était ça, le nouvel article 27 de la Constitution. Mais le président, lui, il est élu pour un mandat de 7 ans. Donc la question, c'est est-ce que cette nouvelle disposition de la Constitution s'applique? En droit, tous les étudiants qui sont en première année de droit, ce n'est pas la peine d'être en deuxième année. Juste en première année de droit, on apprend le principe de la non-rétroactivité des lois. Les lois ne sont pas rétroactives. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on fait une loi, cette loi ne régit pas les situations qui sont en cours. La loi dispose, comme dit le Code civil français, article 2, pour l'avenir. Sauf s'il y a une disposition qui déclare expressément rétroactive la loi. Je reprends donc le principe connu par tous les étudiants de première de droit. Les lois ne sont pas rétroactives, elles sont faites pour l'avenir, sauf s'il y a des dispositions qui déclarent expressément rétroactive la loi. Eh bien, il y avait bien une disposition qui déclarait rétroactive la loi, il faut le dire, et on y reviendra tout à l'heure. C'est le Conseil constitutionnel qui l'avait supprimé. Dès lors que dans le texte constitutionnel, il n'y a aucune disposition qui spécifie, qui indique que le mandat en cours fait partie du décompte, on applique le principe de la non-rétroactivité de la loi. Donc, le premier mandat de 7 ans. Mais deux, vous savez, les juristes, ils peuvent discuter sur les textes. D'ailleurs, pas que les juristes. Tout le monde peut discuter sur le sens des textes, sur la signification des textes, sur la compréhension qu'il faut avoir des textes. Mais lorsque tout le monde discute, lorsque chacun donne son avis, lorsque chacun donne son point de vue, après le débat doit être tranché. L'organe habilité à trancher le débat, en l'occurrence, c'est le juge constitutionnel. Et le juge constitutionnel au Sénégal a tranché cette question de l'entrée en vigueur de la règle de la limitation des mandats présidentiels. En deux occurrences, deux circonstances, deux occasions. La première, c'était en 2012. La deuxième, c'est en 2016, on y reviendra. Mais ici, il y a deux problèmes qui me paraissent importants. Il faut aller à l'essentiel. Donc les deux problèmes, c'est un, la limitation
mandat, quand est-ce qu'elle entre en vigueur? Est-ce que le premier mandat qui est en cours est concerné? Ça, c'est une question importante. Et deux, quelle est la valeur de la déclaration du président de la République? Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, le président ne peut pas être candidat parce que c'est lui qui l'avait dit. Il faudrait aussi donner l'état du droit sur cette question de déclaration du président de la République. Donc, première question, c'est le décompte des mandats. Ici, le problème s'est posé la première fois en 2012. En 2012, lorsqu'on allait à la présidentielle, on n'avait pas de réponse. C'est lors de la présidentielle, lorsque le président Abdoulaye Wade a déposé sa candidature, que le Conseil constitutionnel a répondu. Autrement dit, le Conseil constitutionnel a répondu à la question en proclamant la liste des candidats. Autrement dit, en 2012, on aurait pu avoir une liste des candidats sans le président Abdoulaye Wade. Parce qu'il a déposé, il attendait. Il était dans une sorte de suspense ou de stress, parce qu'il a déposé sa candidature et il attendait le résultat, la réponse du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel n'avait pas eu l'occasion, avant l'élection présidentielle, de se prononcer sur la question. C'est différent, on le verra cette fois-ci en 2024. Pourquoi? Parce que ici, le Conseil s'est déjà prononcé sur la question depuis 2016. Donc la question est tranchée. En 2012, elle n'était pas tranchée. En 2012, lorsque le président Abdoulaye Wade a déposé sa candidature, il y a d'ailleurs des candidats qui avaient introduit au retour pour contester sa candidature, en disant qu'il ne peut pas faire de troisième candidature parce qu'il y a au principe la limitation des mandats et qu'il a déjà fait ses 2 mandats. Et le Conseil constitutionnel a répondu à l'époque en disant que non, le président Wade peut bien faire une troisième candidature parce que l'article 104 de la Constitution de l'époque avait exclu son premier mandat. Donc, par rapport au décompte référentiel, son premier mandat ne compte pas. Son premier mandat ne compte pas. Donc, la question a été tranchée lors de la présidentielle de 2012. Donc, on a déjà une jurisprudence sur la question. En 2012, on pouvait dire, quelle est la jurisprudence qui existe sur la question? On aurait dit en 2012, il n'y a pas de jurisprudence. Il faut attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Mais maintenant, on a une jurisprudence, c'est notamment la jurisprudence de 2012. Mais pour la présidentielle de 2024, la question, en fait, elle est déjà tranchée depuis 2016. Comment et pourquoi? Parce qu'en 2016, lorsque le président Macky Sall a opté pour soumettre le projet de révision au référendum, parce que c'était ça l'option du président, c'est de soumettre le projet au référendum, mais il y a l'article 51 de la Constitution qui disait le président de la République peut, après avoir consulté le Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi de révision au référendum. Donc il y avait une sorte d'obligation de saisir le Conseil constitutionnel avant de soumettre la révision au référendum. Et le président a saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ce texte constitutionnel. À l'époque, d'ailleurs, il faut le dire, le Conseil avait, en quelque sorte, réécrit une bonne partie du texte constitutionnel. Et dans cet avis, justement, le Conseil a répondu aux questions qui ont été posées et, à l'époque, le projet, l'article 27 contenu de la Constitution était disposé ainsi qu'il suit. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Je précise, cette disposition s'applique au mandat en cours. Autrement dit, l'intention originelle, initiale, c'était que la nouvelle disposition s'applique au mandat en cours. Réponse du Conseil constitutionnel. Réponse du Conseil constitutionnel. Cette disposition transitoire, donc qui dit que la limitation des mandats s'applique au mandat en cours, n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi nouvelle sur la durée du mandat du président de la République ne pouvant s'appliquer au mandat en cours. Donc ici, le Conseil a exclu totalement le mandat du président de la République
premier mandat du président de la République, en considérant donc que sous le régime de la Constitution version 2016, le premier mandat du président de la République était son mandat 2019-2024. Donc là, c'est la position du Conseil constitutionnel. Deuxième question, si je vais terminer par là. Oui, deuxième question, je termine par là. C'est la valeur de la déclaration du président de la République. À l'époque, ça aussi, il y a une jurisprudence. À l'époque, les gens avaient opposé aussi le président Ouad en disant vous avez déjà déclaré que vous ne pouvez plus être candidat, donc ça s'applique. À l'époque, je dois dire, moi-même j'avais considéré que la déclaration du président de la République pouvait avoir une certaine portée juridique. Réponse du Conseil constitutionnel. L'opinion exprimée par le président de la République, quelle que soit par ailleurs sa solennité, ne peut valoir règle de droit dès lors qu'elle ne se traduit pas par un acte législatif ou réglementaire. Cette déclaration en elle-même ne saurait en aucun cas constituer une source de droit. Donc, la déclaration du président de la République n'a pas de valeur juridique pour le Conseil constitutionnel. Mais non seulement elle n'a pas de valeur juridique, mais même au plan éthique. Au plan éthique. Considérer que les circonstances ont changé et réexaminer sa position à la lumière de nouveaux contextes, à la lumière de données nouvelles, mais cela procède du courage et cela procède de l'éthique. Qui n'a pas changé d'avis dans sa vie? Qui n'a pas changé d'avis dans sa vie? Justement, la propriété ou la particularité d'un grand homme ou d'une grande dame, c'est en considérant les circonstances, en réexaminant les choses, en reconsidérant les situations, de savoir prendre la décision que dicte le contexte. Et c'est ça le courage, et c'est ça l'éthique. Je vais m'en limiter là. Je vous remercie. On ne pourra pas résumer, parce que le temps est un temps très particulier. On ne peut pas. Il ne faut pas dire des choses impossibles. Vous savez bien que c'est impossible, donc ne pas le dire, c'est le meilleur. Alors, nous allons passer la parole rapidement de commentaires à celui qui aujourd'hui gère nos sous. Il les gère bien, il est extrêmement lucide, il est très brillant, très engagé aux côtés du président de la République et surtout contribuer fortement à ce que l'émergence soit une réalité. Monsieur Moudou, ça va commencer. Merci beaucoup, Monsieur Lutsa. C'est vraiment un plaisir de venir ici pouvoir échanger donc, avec la task force républicaine sur effectivement la situation économique et financière du Sénégal. Je viens comme ça de la Banque centrale, où j'ai eu à participer à la réunion du Conseil des ministres de l'UEMOA. Alors, le thème, c'est déjà un point important, l'émergence. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a pris fonction le 3 avril 2012. Quelle était la situation économique troublée? Je pense que globalement, il y a quelques indicateurs clés qui permettent de jauger la situation économique et financière d'un pays. C'est tout d'abord la création de richesses, la croissance économique. Il était globalement de l'ordre de 1,7%, c'est-à-dire inférieur au taux de croix démographique. Parce que la population sénégalaise augmente à raison de 2,5% par an. Si vous avez une croissance économique inférieure au taux de croix démographique, ça veut dire que le revenu par tête d'habitant baisse. Vous prenez 2,5, qui est le taux de croix démographique, moins le taux de croissance de 1,7. Ce que vous trouvez, ça veut dire pour chaque Sénégalais, il y a des revenus qui baissent. Le déficit budgétaire était important. Et surtout, on retenait beaucoup de difficultés dans les secteurs clés de l'économie nationale.
particulièrement l'énergie. Je pense qu'on a même, lors de la déclaration de politique générale, essayé de traduire le nombre d'heures de coupure qui était de 911 heures. Ça veut dire que le Sénégal restait, tout le Sénégal resterait 38 jours sans électricité. Faites le calcul de 900 heures de coupure qu'on avait en son temps. Et donc, il y avait beaucoup de difficultés. Et je donnais un indicateur important quand récemment on a ajusté les prix de l'électricité et du carburant. Un indicateur important. En son temps, l'essence coûtait 889 francs le litre en 2012. Malgré la dernière augmentation qui a été faite, l'essence coûte aujourd'hui 990 francs CFA le litre. 11 ans après. C'est pour donner ces indicateurs-là. Alors, donc la situation était difficile. Le président est venu avec Yonou Yokouté. Yonou Yokouté, qui était son programme de gouvernement. Et sur place, la réalité économique a fait que Monsieur le Président de la République a voulu qu'on élabore un document de synthèse entre Yonou Yokouté et la situation économique trouvée. Et c'est lui-même qui l'a appelé Plan Sénégal émergent. Parce que quand on a terminé le travail et en restitution, je me rappelle très bien, nous les experts, les planificateurs, on était dans des stratégies nationales, programmes nationaux. Le président a dit, mais c'est le Plan Sénégal émergent. À l'horizon d'une génération, Sénégal 2035, avec une vision qui est très claire, un Sénégal émergent en 2035, avec une société solidaire et dans un état de droit. Voilà la vision du plan Sénégal émergent. Et pour opérationnaliser cette vision, il a été élaboré une stratégie décennale de 10 ans. Toujours plan Sénégal émergent. Stratégie décennale de 10 ans, 2014-2023. 10 ans. Avec des objectifs quantitatifs très clairs. C'est là où des fois on se trompe. Parce que les objectifs quantitatifs de la stratégie décennale, c'était d'avoir un taux de croissance de l'ordre de 7% à 8%. 2. Multiplier le PIB qu'on avait en 2014 de 1,5%. De créer 600 000 emplois. 600 000 emplois. De multiplier nos exportations par 2,5. C'est important. Et il fallait augmenter aussi le PIB qu'on avait en 2014 de 55%. Voilà la stratégie décennale avec des objectifs quantitatifs clairs. Sénégal émergent 2035, stratégie décennale de 10 ans, 2014-2023, des objectifs très précis, opérationnalisés par des plans d'action prioritaires de 5 ans. Plan d'action prioritaire 1, 2014, 2018, et plan d'action prioritaire 2, 2019, 2023. Entre-temps, la Covid est passée par là. Le plan d'action prioritaire 2, 2019, 2023 a fait l'objet d'une révision pour être un plan d'action ajusté, accéléré par 2 ans, toujours 2019, 2023, tirant 3 conséquences. Souveraineté alimentaire, souveraineté également pharmaceutique,
c'était très important qu'on ait cette souveraineté alimentaire. On a vu tout ce qu'on a eu comme difficulté et aussi la souveraineté énergétique. Mais ce plan d'action prioritaire, il est élaboré jusqu'ici suivant 3 axes stratégiques. C'est pour montrer la cohérence du plan Sénégal émergent. Les 3 axes stratégiques, c'est l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance. Axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Et axe 3, gouvernance, paix et sécurité. Et si vous regardez les allocations budgétaires, depuis lors, vous verrez toujours que l'axe 1, c'est de l'ordre de 60%. L'axe 2, c'est de l'ordre de 25%. Et l'axe 3, c'est de l'ordre de 15%. Voilà les allocations budgétaires par axe. Donc, Sénégal émergent, 25 ans, c'est une génération, 2035. PAP 1, 2014-2018, 2019-2023. Et à travers ces 3 axes, maintenant ces 3 axes, et on l'oublie souvent, reposent sur les 6 fondements de l'émergence. Il y en a 6, les fondements. Parce qu'on pouvait atteindre les objectifs fixés par les axes, mais il fallait d'abord régler les préalables. 1, comme fondement de l'émergence, les 6, c'est la question vitale de l'énergie. Je parlais de 911 heures de coupure, de 38 jours dans le noir de tout le Sénégal. Il fallait régler la question vitale de l'énergie parce qu'on avait 573 mégawatts. Actuellement, on en a 1650. 573 mégawatts, c'est ça qui provoquait toutes les coupures qu'on avait. Deuxième point important, c'était effectivement l'amélioration de l'environnement des affaires et la régulation. Le Sénégal est devenu un pays attractif. Il n'y a qu'à quitter AIBD en venant à Dakar. On sait bien que le Sénégal attire des investissements directs étrangers. Donc, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires et la régulation. Troisième fondement de l'émergence, et c'est important, la mise en place des infrastructures. J'y reviendrai, parce qu'au Sénégal, sous le magistère du président Macky Sall, on a 6 secteurs clés qui absorbent 80% de nos ressources. Et les 2 premiers secteurs, c'est les infrastructures et services de transport, les infrastructures et services énergétiques. C'est pourquoi, dans les fondements de l'émergence, la mise en place des infrastructures est très, très, très importante. 4e fondement de l'émergence, c'est le renforcement du capital humain. On reviendra là-dessus. Je pense que l'éducation et la formation restent le premier budget. Les réformes qui ont été entreprises et le dernier fondement de l'émergence, c'est la satisfaction des besoins de financement de l'économie nationale. Donc, quand on parle de plan Sénégal émergent, retenons ceci. Vision à l'horizon d'une génération, 2035. Pour que cette vision soit opérationnalisée, stratégie décennale de 10 ans, 2014-2023. Cette stratégie décennale est assortie de 2 plans d'action prioritaires, 2014-2018 et 2019-2023. Et maintenant, ces axes stratégiques reposent sur 6 fondements de l'émergence que je viens d'énumérer. Voilà le cadre en 2014. Et concrètement, qu'est-ce que ça a permis d'avoir? Là où on parlait d'une croissance économique de l'ordre de 1,7% jusqu'en 2018, on était dans une croissance économique de l'ordre de 6,6%. Par rapport à la période antérieure, si on regardait la moyenne, où on tournait autour de 3%. Donc,
le Sénégal a connu une croissance économique en rapport avec les objectifs qui ont été fixés. Mais il est important aussi de dire qu'au-delà de la croissance économique, parce que souvent je pense qu'à l'Assemblée nationale, je suis revenu longuement sur est-ce que la croissance se mange oui ou non. Je pense que le débat maintenant est devenu clair. C'est cette création de richesse qui permet de payer les salaires. On est maintenant à un niveau de masse salariale de 1273 milliards de francs CFA, quasiment 106 milliards par mois, pour à peu près 168 000 fonctionnaires. C'est cette croissance économique qui permet de payer les salaires. Parce que c'est cette croissance économique qui permet de générer la taxe sur la valeur ajoutée. Quand on achète, on paye des taxes de la croissance économique. Jusqu'en 2018, on était sur 6,6% de croissance. Et quand on a eu la Covid, malgré que tous les pays du monde étaient en récession, quasiment la quasi-totalité des pays, le Sénégal s'en est sorti avec un taux de croissance de 1,5% et dont l'exécution adéquate nous a valu ces résultats au niveau de la croissance. Et je pense que j'ai longuement aussi parlé de ce programme de résilience économique et sociale qu'on a mis en œuvre de 1000 milliards avec ces 4 axes où on avait la santé, où on a beaucoup investi près de 84 milliards, sinon même plus de 100 milliards. L'axe 2 où on avait tout ce qu'on donnait aux entreprises et autres qui étaient de plus de 200 milliards. Et l'axe 3 où on avait voulu quand même que l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, en produits halieutiques et produits pharmaceutiques, aussi qu'on puisse mettre en œuvre ces axes-là. Voilà que le programme de résilience économique et sociale a été exécuté avec succès. Et là aussi, des précisions avaient été données pour savoir qu'il y avait des décaissements du trésor public et des renonciations de recettes fiscales. Ici, c'était 678 milliards quasiment. Là, c'était près de 372 milliards en termes de renonciation de recettes. Ces éclairages avaient permis quand même de faire connaître qu'effectivement, le programme de résilience économique et sociale a été exécuté de façon adéquate et ça nous a permis d'atteindre ce niveau de croissance économique qu'on a eu à obtenir. Et très rapidement, en 2021, on a eu un taux de croissance de 6,5%. Un rattrapage a été fait. Et dernièrement, pour 2022, le taux de croissance tourne autour de 4%. Le premier trimestre, actuellement 2023, se comporte bien. J'y reviendrai peut-être très rapidement, parce que globalement, l'activité économique s'est bien comportée pour le premier trimestre. Et en termes de glissement annuel, même au terme de nos recettes, on est de l'ordre de 5,9% de plus et des paiements qui ont relativement augmenté pour 2023. Croissance économique, qui dit croissance dit budget. Toujours dans le cadre de l'émergence. Qui dit croissance dit budget. Le budget trouvé en 2022 était de 2452 milliards. Le projet de budget qui a été adopté à l'Assemblée nationale le 12 décembre dernier, à peu près le 9 décembre, lors du marathon budgétaire qui a duré 46 jours, où j'y étais de 8h à minuit tous les jours pendant 46 jours. Ce budget est de 6 411 milliards, ça veut dire que ce budget a été multiplié par 2,6. Ou bien, si on peut le traduire en pourcentage, c'est un budget qui a été multiplié, qui a connu un accroissement de l'ordre de 161%. Voilà, et quand on parle d'augmentation du budget, on peut dire, mais ce budget est augmenté par l'endettement. Non. L'augmentation du budget, si on regarde le budget de 2012, qui était de 2452 milliards, les recettes internes de ce budget étaient de l'ordre de près de 1656 milliards. Et le projet de budget 2023, les recettes internes tournent autour de 3640 milliards
en termes de recettes, ça veut dire effectivement que les 2,6, le budget qui a été multiplié par 2,6, démontre aussi au niveau des recettes, les recettes ont été multipliées par 2,1. Je pense que ça donne des indications claires que c'est l'activité économique qui a permis effectivement une augmentation du budget de l'État. Et un autre indicateur qui est très important, c'est les recettes contentieuses qui ont été recouvrées sous le magistère du président Macky Sall. C'est à peu près 153 milliards. C'est un tableau où on peut valablement indiquer clairement que c'est des recettes. Si on ne les avait pas recouvrées, ces recettes, on ne les aurait jamais. J'en discute souvent avec l'ancien agent judiciaire de l'État, Maître Moussa Bokarcham. Ces 153 milliards de recettes contentieuses, c'est tout ce qui a été recouvré sur la location du siège, par exemple, de la Sénélec, tout ce qui a été recouvré sur Millicom, tout ce qui a été recouvré sur ArcelorMittal. On a un tableau exhaustif et retracé dans les différentes lois de finances qui ont été présentées à l'Assemblée nationale et adoptées par le Parlement. Quand on parle de budget, on va parler d'endettement. Mais je pense que l'endettement, on est revenu largement là-dessus, lors du débat budgétaire, pour dire qu'on s'est valablement endetté pour pouvoir investir, parce que, globalement, notre niveau d'investissement actuel tourne autour de plus de 1500 milliards, alors que c'était moins de 1000 milliards en 2012, ce qui démontre qu'on a pu faire des réalisations importantes dans les secteurs clés de l'économie nationale. Et ça, je vais y revenir parce que c'est très important. On dit qu'on a voté des budgets importants, mais concrètement, où sont passés ces budgets? Et c'est important qu'on le dise. Infrastructures et services de transport. Il est important de relever, à mon sens, qu'on a réalisé jusqu'ici, sur la période, plus de 2356 km de route. Je pense qu'à Sédhiou, déjà, dans un exposé au niveau du Conseil des ministres délocalisé, on a vu les efforts qui ont été réalisés dans cette zone, particulièrement donc dans les régions, le nombre de kilomètres de route, Monsieur le Président, on peut poursuivre. Voilà. Très bien. Donc, à mon avis, il était important de dire qu'au niveau véritablement des réalisations, on a le secteur des infrastructures et services de transport ou les routes. En termes de pistes aussi, on a eu à faire des réalisations relativement importantes. Je pense que mon collègue Samuel Yobenka, avec déjà le programme important du PIDC, le programme d'urgence de développement communautaire, en moyenne, on a fait 511 km de pistes par an, contrairement à la période antérieure où c'était dans l'ordre de 130 km donc, de pistes. Le deuxième secteur qui est vraiment un secteur où on a beaucoup investi, c'est les infrastructures et services énergétiques. Et là, je l'ai indiqué tout à l'heure, quand on était à 573 MW, maintenant on est à 1650 MW, ce qui fait que même en termes de nombre de villages électrifiés, on tourne autour de 5301 villages et hameaux électrifiés au Sénégal. C'est une moyenne globale de plus de 40 villages électrifiés par an contre 84 villages électrifiés par an sur la période antérieure. Ça, c'est les infrastructures et services de transport, les ponts. Je pense que l'actuel Premier ministre me le disait, Moustapha, tu as l'art de peut-être retenir les chiffres, mais moi, tout ce que je vais dire, c'est que tout ce qu'on faisait en 1, avec le président Macky Sall, on l'a fait en 2, en 3 et en 4. C'est comme ça qu'il résumait un peu toutes les réalisations qui sont faites par le président. Mais quand même, il était important aussi de revenir sur un point qui est important. C'est au niveau de l'emploi, parce que l'emploi des jeunes est une préoccupation majeure pour le président Macky Sall. Je vais tout juste donner quelques illustrations. Parce qu'en 2000, on était à peu près 65 000 fonctionnaires.
qui étaient payés par la solde centrale en 2000. En 2011, on était 91 000 fonctionnaires. Ça veut dire qu'il y avait des postes budgétaires nouveaux créés de l'ordre de 25 000 sur les 10 ans avant que le président meure. 91 000 fonctionnaires trouvés par le président. Le dernier rapport que j'ai eu à faire sur l'exécution budgétaire indique 168 000 fonctionnaires. Ça veut dire 73 000 à peu près postes budgétaires nets créés. C'est à peu près 3 fois plus que les postes budgétaires qui ont été créés donc antérieurement. Voilà quelques indications. Il y a un document assez exhaustif qui donne un peu toutes ces réalisations. Et en termes de perspective, on est dans l'élaboration du plan d'action prioritaire dans sa phase 3. Après 2014-2018, après 2019-2023, on élabore axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance. Axe 1, c'est tout ce qui est autoroute, Dakar, Thiès, Tivaouane, Saint-Louis, le chemin de fer, Dakar, Tambacounda. Au niveau de l'axe 2, toujours les bourses de protection familiale, bref, les 6 marqueurs sociaux qui ont rythmé jusqu'ici le magistère du président Macky Sall. C'est les bourses de sécurité familiale, c'est la couverture maladie universelle, c'est Promoville, c'est le PUDC, c'est DER et c'est PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Et l'axe 3 qui va maintenant avoir une allocation assez substantielle compte tenu de l'environnement sécuritaire de la sous-région, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Le président nous a donné des indications claires lors du dernier Conseil des ministres avec les pourcentages par axe. Axe 1 de l'ordre de 58%, axe 2, il demande un renforcement et axe 3, il demande également un renforcement. Voilà les quelques indications, Monsieur le Président, que vous avez voulu partager avec l'assistance. Je ne suis pas revenu sur la situation actuelle, sur la situation du premier trimestre, parce qu'il est prévu au prochain Conseil des ministres de faire la situation d'exécution. Nous ne manquerons pas de faire éventuellement un point de presse pour dire à l'opinion nationale et internationale comment se comportent les comptes nationaux. Un indicateur, c'est l'appel public à l'épargne que nous venons de conclure avec succès et qui démontre à suffisance la qualité de la signature du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est dommage, Monsieur le Ministre, que nous soyons pris par le temps. Ce que vous disiez était extrêmement important et tout le monde sait. Tout comme Ismaël Madior, nous sommes désolés. Maintenant, Tamba aura l'honneur de conclure le panel. Il n'y aura pas de commentaires. Monsieur le ministre du Kaba, vous avez la parole pour un commentaire. Allez-y. may rappelé rek ne ñuy wax ne pour ndogu bi soxlawul kenn di jóg tonton Amadou Sall il est là yëpp dina la fekk foofu nga toog noonu macha allah. Je vous remercie, chers amis. Je voudrais opter pour le parti pris de la brièveté, en raison du temps. Mon cher neveu, comme tu le dis bien, le Tambacounda, par déformation professionnelle, avocat de son État, alors ne va pas appeler les Dougou, mais sera dire son message. Chers amis, je voudrais vous remercier d'avoir organisé ce panel qui est d'une importance capitale. Je voudrais pouvoir dire que c'est le choix
du parti pris de la brièveté en raison de la contrainte de temps. Alors, je m'efforcerai donc de faire la synthèse de mon intervention. Et pour ce faire, je voudrais adopter une démarche pédagogique qui va à la fois convoquer le texte, ce qui nous vaut d'être là, le débat sur la Constitution, la recevabilité, la candidature. Le prétexte, c'est ce qui fait que nous avons l'occasion de nous retrouver ici. Et enfin, le contexte pour parler de l'environnement international, particulièrement sécuritaire, qui constitue un défi, un enjeu pour le Sénégal. Nous avons eu des exposés brillants. Et je voudrais tout simplement revenir sur un point précis, sur lequel le ministre des Finances a eu à s'attarder brillamment. Ce sont les 3 axes du plan Sénégal émergent. Il y a le 3e axe. Après avoir parlé du premier, qui est évidemment la transformation structurelle de notre économie, le 2e, où il faudrait, à travers les filets sociaux, la justice sociale, et évidemment aussi des Sénégalais bien éduqués et en bonne santé, il y a l'axe 3, où l'on parle des institutions, la bonne gouvernance, mais de la paix et de la sécurité. À y regarder de près, cela pouvait être même l'axe 1. Et pourquoi? Il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans sécurité. Tout ce qui se fait dans le cadre de la sécurité et de la paix. C'est pourquoi la vision aussi du président de la République Macky Sall, l'émergence, comprend parfaitement une vision sécuritaire globale qui va permettre essentiellement au Sénégal d'avoir cette souveraineté en mer, en terre et en air. Cela est d'autant plus important que, se fondant sur cette réalité, il a fait une projection après sa vision holistique du développement, une projection qui repose tout simplement sur ce que font depuis la nuit des temps, depuis des siècles et des siècles, ceux qui réfléchissent à la question de développement dans leur pays. Je voudrais penser à Sun Tzu, qui déjà dans l'art de la guerre réfléchissait à travers 13 chapitres comment il faudrait fonder les questions de développement sécuritaire dans un pays et pour pouvoir assurer donc la sécurité globale. Ça, c'était déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et un autre doctrinaire qui est très important, qui a aussi pensé à cette question problématique développement sécuritaire, a eu à produire un ouvrage qui est le traité des choses militaires, où nous viendra cette phrase qui est importante, qui va être le fondement de la stratégie sécuritaire du président de la République Macky Sall. Civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. La guerre qui nous surprend ne doit pas nous surprendre. Pour un visionnaire comme le président Macky Sall, c'est en cela, autant il a défini les grands axes au niveau du PSE, il a défini aussi les grands axes de tout qui peut être la sécurité dans notre pays, à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Et c'est en cela qu'il a élaboré un plan 2025 aussi en 4 axes. Le premier, c'est essentiellement les infrastructures. Depuis l'indépendance, nous avons des cantonnements militaires qui étaient la colonisation. Il fallait agir sur ce plan, que sur un certain nombre d'axes stratégiques et d'endroits frontaliers, que ce soit à Nemandi, que ce soit à Goudiri, que ce soit au centre du pays, à Louga, il y avait une nécessité d'avoir des cantonnements parce qu'avec le basculement sécuritaire qui s'est passé de l'ouest à l'est, le risque sécuritaire venant de l'est, il importait de pouvoir encadrer à travers un maillage sécuritaire le territoire national.
deuxième axe, c'était de mettre l'accent sur l'équipement. Vous ne pouvez pas faire une action de défense sécuritaire si vous n'avez pas les armes qu'il faut. La bravoure est nécessaire et nous en avons. Des braves, des soldats qui ont donné leur vie, et nous passons à Baïdiagne, lorsqu'il a donné sa vie pour sauver les Tutsis pendant la tragédie qui a eu lieu du 6 avril 1994 au 31 juillet 1994, où à travers une folie meurtrière, 800 000 à 1 million de Tutsis sont morts et de Batsu et de Bahutu, tout simplement selon les statistiques des Nations Unies. Ce qu'il faudrait retenir que la nécessité de l'équipement reste un des points forts de ce programme, de ce plan. Mais il y a autre chose, la formation, qui est un élément important et qui a été sanctionné par la création d'écoles au niveau de la marine, au niveau de l'armée de terre, mais particulièrement au niveau de l'armée de terre où nous avons l'Institut de défense du Sénégal. Pour la première fois, l'État du Sénégal s'est doté d'une école d'état-major, mais surtout d'une école supérieure de guerre. Cela est d'une importance capitale, c'était seulement en 2021. Ce qui voudrait dire que tous ces éléments concourent au même objectif. De même que le quatrième objectif va avec l'amélioration de la condition militaire. Parce que la condition militaire doit pouvoir être quelque chose qui doit continuellement correspondre avec la réalité sociale, la réalité économique du pays, ce qui explique les efforts colossaux qui ont été faits pour l'amélioration de cette condition militaire, touchant à la fois aussi les invalides. L'ensemble de ces questions ont permis en même temps de mettre en avant un des axes dans la réflexion pour assurer notre sécurité globale, dans un cadre où nous nous rendons compte que de plus en plus, le terrorisme, c'est-à-dire si l'on fait la cartographie des menaces qui pèsent sur nous, qui sont des menaces diffuses, qui sont des menaces asymétriques, qui sont des menaces aussi asymptomatiques, mais aussi qui sont des menaces militaro-terroristes et qui sont aussi des menaces conventionnelles. Sur l'ensemble de ces questions, l'ensemble de ces actes qui ont été définis ont permis à nos militaires aujourd'hui de se trouver dans une situation d'opérationnalité de nos unités en capacité de pouvoir apporter les réponses nécessaires lorsqu'il y a une attaque d'où qu'elle viendra. Et pour cela, il faut aussi insister sur un aspect sur lequel nous pouvons dire que depuis les indépendances, le concept armée-nation, j'ai dit armée-nation, je n'ai pas dit armée et nation, la conjonction est n'est pas là, c'est armée-nation avec trait d'union, parce que armée-nation est le creuset où tous les enfants du Sénégal, de Fongolomi au Cap-Vert, le Bassari, comme le Lebou, se trouvent dans le même creuset, comme le Toucouleur de Ogo, avec le Serrer de Joal, qui tous, dans un même esprit, dans un même moule, ont ainsi l'idée surtout de la conscience nationale. Le renforcement de cette conscience nationale fonde la discipline au sein des armées parce que c'est la colonne vertébrale des armées. Et il est même dit que celui qui ne sait commander, celui qui ne sait obéir ne sait commander. Le renforcement de cela permet à notre armée d'avoir ses capacités de déploiement. Ce qu'elle a fait depuis l'indépendance, déjà en 1960, elle était dans cette République démocratique du Congo, qui était à l'époque le Congo-Kinshasa, pour aller apporter son maintien, son action au maintien de la paix dans ces pays qui étaient confrontés à la sécession. À l'époque, comme vous le savez, dans ce pays qui va connaître beaucoup de soubresauts, avec celui qui est appelé Joseph Désiré Mobutu, qui deviendra plus tard Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu Wazabanga, l'armée sénégalaise était déjà sur le terrain. Et elle le sera dans l'ensemble de tous les théâtres du monde, parce que les valeurs qu'elle partage sont des valeurs qui sont inscrites dans notre constitution. Et dans notre constitution, ce sont des valeurs de liberté, de démocratie, de paix et de sécurité collective, valeurs partagées dans la Charte des Nations Unies, qui sont à la fois des valeurs philosophiques, des valeurs morales, mais en même temps aussi des valeurs juridiques. Donc, insister sur cet aspect pour que cette armée puisse continuer à être vecteur de paix, qu'elle soit vecteur de développement en assistant à la fois
à travers son génie, les différentes actions dans les différents programmes de développement, qu'elle soit actuellement aussi engagée dans les programmes sanitaires, parce qu'il y a une école de santé militaire, autant d'actions qui donnent à cette armée la force la plus importante, celle qui lui permet d'être véritablement au cœur de la volonté d'émergence du président Macky Sall. Et pour cela, cette armée, il faut la caractériser. C'est ce qui permet de lui donner la force et la capacité de répondre aux actions qui lui sont demandées, aux missions qui lui sont demandées sur le terrain. Elle est une armée républicaine, c'est-à-dire, elle n'est pas une armée qui est tentée par les coups d'État, ce qui explique que notre pays, c'est une des armées les plus rares qui n'a jamais fait de coup d'État. Et elle reconnaît qu'il y a un chef, la subordination du militaire au civil, ce qui fait que l'article 45 de notre Constitution est très clair, c'est qu'il y a un chef suprême des armées, il s'appelle maintenant le président de la République Macky Sall. Mais en même temps aussi, elle est professionnelle et elle est nationale. Elle est nationale parce qu'elle n'est pas une armée ethnique, elle n'est pas une armée tribale, elle n'est pas une armée confessionnelle, elle n'est pas une armée régionaliste. Cette idée d'unité est précisément ce qui fait nos forces et notre force et notre capacité d'agir. Je voudrais terminer en disant que pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs économiques, mais en même temps sécuritaires, il est important de dire que tout cela marche ensemble. Le triptyque développement, sécurité et paix sont indissociablement liés. Et je voudrais en dernière instance dire que l'objectif défini de la paix, en nous préservant et en nous préparant à la guerre, c'est un objectif, quoi qu'on dise, même s'il y a la volonté de faire en sorte, par la déconstruction de tout le travail doctrinaire qui a été fait, que rien ne pourra nous empêcher d'atteindre cet objectif. Et je voudrais dire un dernier mot, juste un dernier mot, pour ceux qui pensent qu'ils ont la capacité de pouvoir changer nos points de vue et faire en sorte qu'on ne puisse pas comprendre ce qui se passe réellement en ce qui sont nos progrès économiques. Et je voudrais citer, pour terminer, tout seulement Abraham Lincoln. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Tout le peuple, une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple et tout le temps. La vision du président Macky Sall vivra face à la calomnie, face au mensonge, parce qu'il y a la capacité, et c'est ce que nous faisons toujours, la désagrégation, la déconstruction du mensonge. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Oui, oui. Nous avons vécu d'intenses moments de débat, pas du tout, mais de messages lancés. Et nous avons l'immense plaisir de voir, mais un tout petit peu, parmi nous, Madame la ministre des Affaires étrangères. C'est vrai que nous avons commencé de nouveau, mais une très grande voix, non seulement grande, mais aussi une belle voix de dame, serait particulièrement... Non, madame. Mesdames et messieurs, je sais que les poulards sont très contents d'honorer leur mâchoire et de satisfaire leur ventre, mais accordez-nous un tout petit peu de moment pour que madame la ministre des Affaires étrangères puisse s'adresser à vous, ne serait-ce que pour 5 minutes. Il faut l'accorder.